Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Aujourd'hui, on est avec l'IRCOM. L'IRCOM, c'est une école qui propose, entre autres, une licence humanité et sciences politiques. Et on va très vite plonger avec Marine Delhomme sur les spécificités de cet établissement. On a avec nous Servan Rennes, qui est professeur de littérature dans cette licence, et Brieux, qui est journaliste aujourd'hui et qui est un ancien étudiant de l'IRCOM. Marine, racontez-moi ce qu'est l'IRCOM. C'est pas une nouvelle école du tout, de ce que j'ai compris. Non, l'IRCOM existe depuis 1984. Initialement, c'était, une école qui proposait une formation uniquement en communication, donc pour former des managers dans la communication. Et puis ensuite, suivant un peu, un ressenti, un instinct dans lequel on se rendait bien compte que les étudiants qui arrivaient après un bac+3 étaient pas toujours bien sûrs ou en tout cas qu'il y avait peut-être un manque dans le côté construction de son avenir déjà dès la licence. Donc l'IRCOM a lancé un projet ambitieux et qu'elle tient aujourd'hui depuis maintenant, 30 ans, qui est de former des étudiants en humanités et en sciences politiques. Bien sûr, ces étudiants sont amenés ensuite à venir en master, à l'IRCOM toujours, mais ont aussi la possibilité d'aller dans des masters, divers, voilà, chaque année. Donc on a des jeunes qui vont ensuite, dans les domaines du management, de la gestion, du commerce, du journalisme comme Brieux, donc de la communication évidemment, mais on a aussi des jeunes qui vont en relations internationales, en sciences politiques de façon plus avancée. Et encore, plus large, hein, tout ce qui va être les humanités, les sciences humaines, l'économie, sociale et solidaire, la diplomatie, enfin bref, les parcours sont assez, riches derrière, puisque le principe même de cette licence, donc à travers des cours, qui vont être bien sûr plus autour des lettres, de la philosophie et de l'international, c'est d'aider chacun à vraiment formaliser et trouver sa place dans ce monde des études supérieures et le monde professionnel qui l'attendra, plus loin derrière. Vous dispensez une licence et pourtant vous êtes un établissement privé. Expliquez-moi. Donc effectivement, on dispense une licence puisque nous avons un partenariat avec l'université d'Angers qui nous permet de proposer un véritable diplôme d'État aux étudiants qui passent, sur nos bancs. Très bien, ce qui permet de faciliter ensuite toutes les Voilà, possibilités de parcours par la suite. tout à fait. Ce qui laisse complètement ouvert le champ des possibles derrière pour ceux qui veulent continuer dans le privé, dans le public ou certains d'ailleurs font aussi des petites années de césure entre 2. Mais en tout cas, chacun repart avec un diplôme reconnu par l'État et qui donc peut être valorisé en tant que tel. Vous avez plusieurs campus et un qui va ouvrir, de ce que j'ai compris. Tout à fait, on a notre campus historique donc à Angers, qui accueille donc la licence et toutes nos formations actuellement. On a ouvert en 2019 un campus à Lyon, qui est désormais tellement bien lancé qu'on a décidé d'ouvrir un troisième campus en France, un campus à Bordeaux, dont les premiers étudiants sont attendus pour, septembre 2026 et premiers étudiants en licence humanité et sciences politiques également. Bravo, super. Serval, je propose qu'on passe à vous pour l'instant. On reviendra vers Marine plus tard. Racontez-moi comment se déroule peut-être l'enseignement au cours de la licence. Alors, dans vos cours à vous, qui sont des cours de littérature, de ce que j'ai compris, mais peut-être en plus en général. Alors, je vais parler effectivement de ce qui se passe dans mes cours parce que je n'assiste pas aux cours de mes collègues et je crois qu'il y a plusieurs formes d'enseignement. Je n'enseigne pas seulement la littérature, j'enseigne aussi la rhétorique, un cours qui s'appelle rhétorique et analyse du discours politique. Nous apprenons à décrypter la parole publique avec voilà, ses subtilités, ses pièges, sa puissance. Et en littérature, j'enseigne la littérature française et la littérature comparée. Donc autour de thèmes, on voit comment se croisent les littératures de différents pays. Alors, pour, résumer mon cours, je dirais qu'il est, personnel, interactif, si ce mot parle. C'est-à-dire que je m'adapte énormément aux étudiants que j'ai en face de moi. C'est-à-dire que je n'arrive pas avec un cours rédigé que je dispenserai aux étudiants, parce qu'il en existe tellement sur internet que c'est très facile de télécharger un contenu et puis c'est pas ma manière de faire à moi. J'essaye toujours de savoir où en sont les étudiants et à partir de ce que j'ai compris de leur état, de leurs envies, de leurs désirs, de leurs capacités, j'essaie de les faire avancer un peu plus loin. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire que je leur donne d'abord, des textes à travailler, d'abord seuls, ensuite en binôme
Ils me présentent le résultat de leur réflexion et à partir de là, je les fais avancer un peu plus en disant: «Voilà, vous avez trouvé ça, maintenant on peut trouver ça aussi» ou «Ce que vous avez trouvé, ça veut dire ça» et ce faisant, je les aide à expliciter ce qu'ils perçoivent de manière intuitive, mais qu'ils n'arrivent pas encore à formaliser. Donc ça, c'est un peu la méthode, la pédagogie des cours. Tous les professeurs ne fonctionnent pas comme ça, hein. Il y a du cours magistral, il y a des TD, enfin, il y a toutes sortes d'enseignements différents. Chaque professeur a son charisme. Mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Il y a beaucoup de lectures qui sont demandées en dehors des cours, pas toujours suivies par les étudiants évidemment, mais je considère que c'est indispensable de se nourrir personnellement. Donc je ne donne pas d'exercices parce que je considère que les exercices, on les fait en cours. C'est la base de notre travail. En revanche, je demande beaucoup de lectures et je vérifie ces lectures évidemment, il y a des évaluations. Que dire d'autre sur les cours? Voilà, donc il y a du travail en petits groupes. Ça, j'insiste sur le fait que c'est important que les étudiants parlent entre eux parce que je pense que beaucoup de choses peuvent sortir quand on parle à un pair, quelqu'un qui est, comme soi, qu'on n'oserait pas dire au prof et pourtant il faut que ça sorte si on veut progresser. C'est pour ça que je disais que le cours est personnel, c'est que chaque personne est invitée à s'investir dans le cours et non plus qu'invitée, fortement incitée. Merci beaucoup. Est-ce que vous seriez en mesure de me dire quelles sont les compétences avec lesquelles arrivent les jeunes étudiants ou les nouveaux bacheliers? C'est assez difficile, hein, parce que, bon, ça fait un peu vieux de dire ça, mais bon, le niveau baisse régulièrement. Ils sont assez à l'aise, disons, dans l'échange. Je dirais que quand on leur demande de participer, c'est volontiers globalement qu'ils le font. J'ai en parallèle à l'IRCOM, on n'en a pas parlé, mais des étudiants du Cameroun, parce qu'il y a un campus à Yaoundé et on a la troisième année de la licence et je peux comparer donc la manière dont les étudiants camerounais et les étudiants français participent aux cours. Donc les étudiants sont à l'aise dans l'échange. C'est très varié. Il y en a qui sont très intéressés par la littérature, d'autres pas du tout. Certains qui sont très habiles en prise de parole à l'oral, par exemple. On fait souvent des mini-débats et certains sont très habiles pour convaincre et cetera, pour argumenter, d'autres pas du tout. Donc je ne sais pas si c'est possible de dire de manière générale quelles sont leurs compétences. Bah, je vais peut-être me tourner vers Marine en lui demandant ce que l'IRCOM recherche dans les candidatures qui sont faites pour la licence Humanité et Sciences politiques. Alors, ce qu'on recherche dans les étudiants, avant même de savoir si ce sont des premiers de la classe avec que des 20 partout, ce qu'on recherche, c'est des jeunes qui sont, prêts à s'engager dans leurs études, en fait. Même s'ils n'ont pas forcément encore les idées claires sur, qu'est-ce qu'ils veulent faire. C'est vrai que c'est toujours tôt, hein, à peine 18 ans de savoir ce qu'on veut faire. Voilà, s'ils n'ont pas les idées claires sur leur futur, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils soient prêts à s'engager dans des études, puisque l'IRCOM va les amener, ben, à travailler, en fait, hein, tout simplement. Alors, il ne faut pas non plus qu'on fasse peur, aux élèves, mais on est là pour rassurer les parents. De fait, on n'est pas une prépa. L'idée, c'est pas d'assommer les jeunes de travail. On n'est pas une faculté non plus, donc l'idée, c'est qu'il y a du cadre, forcément, dans les études et notre objectif, c'est non seulement d'amener les jeunes à s'élever intellectuellement, parce qu'en s'élevant comme ça, on estime que ça les aide aussi pour, s'orienter, en fait, alors, en plus de cette exigence, académique, hein, on a tout un tas de modules d'accompagnement justement pour aider les étudiants à mieux se connaître, à mieux connaître leurs appétences peut-être, demain, dans un premier temps académique et ensuite professionnelles et quelque part se construire un peu comme une colonne vertébrale qui va les aider derrière à s'engager. Alors là, on leur demande de s'engager dans un premier temps dans les études et ensuite on souhaite les aider à s'engager dans le monde qui va s'ouvrir à eux. Merci beaucoup. Brieux, je vais me tourner vers vous. Je vais faire appel à votre mémoire et à vos souvenirs d'étudiants. Qu'est-ce que vous gardez de l'IRCOM? Moi, je suis sorti de l'IRCOM il y a 2 ans maintenant. Ce que j'en garde, c'est quand même l'apprentissage de la rigueur au niveau du travail parce qu'effectivement, comme on l'a dit, tous les cours sont variés. Il y en a qui vont demander beaucoup de travail à côté, il y en a qui vont demander beaucoup d'attention en cours, mais je pense que vraiment ce qui ressort de chaque cours que j'ai pu avoir avec chaque professeur, c'est vraiment cet apprentissage de la rigueur, apprentissage du travail. Pas forcément pour les notes, parce qu'on peut voilà, on pouvait être rigoureux et recevoir des mauvaises notes, mais pour soi-même et c'est vraiment utile pour après. Et je pense que, c'est aussi une école qui permet, en fonction de ce qu'on veut faire ou pas après, moi j'avais beaucoup de camarades de promo qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire après, qui n'en avaient aucune idée. Moi, j'avais une idée bien précise et je pense que dans ces 2 cas-là, en fait, on en ressort avec, la capacité voilà, moi j'ai pu tirer, de ces années-là, un bon bagage, culturel, un bon bagage de connaissances, de méthodes de travail, que ce soit à l'oral ou que ce soit dans la rédaction et l'analyse et je pense que tous ceux qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire après aussi, ont pu se servir de ces bagages-là pour pouvoir, peaufiner, pour voir un peu, défricher, leur projet de vie.
En dehors de la rigueur académique, comment était l'ambiance à l'école? Alors voilà, c'est des petites promos, hein. On était, de mémoire, on était 60 dans la mienne. Voilà, donc c'est pas du tout comme une grosse université ou ce que j'ai pu connaître après, à Sciences Po. On se connaît tous, on se voit tous les jours, on assiste à quasiment à tous les cours ensemble, ou du moins en 1re année. Après, on se spécialise un petit peu. Mais, je dirais qu'il y a vraiment une bonne ambiance. Chacun a des points forts, sur des cours ou sur d'autres et chacun peut aider à sa manière ses collègues. Moi, je me souviens que j'avais une appétence particulière pour l'histoire. Bah, j'avais pu faire des fiches ou des podcasts d'histoire que j'ai pu mettre à disposition de mes collègues, mais voilà, j'avais beaucoup plus de mal en latin et je pouvais, voilà, me servir, bah, d'amis qui étaient beaucoup plus forts que moi en latin. Donc il y a vraiment une ambiance d'entraide qui est permise, je trouve, par ces petites promos-là. Vous parlez de latin, ouh là là, mais moi ça me rappelle des souvenirs bizarres ça. Il y a du latin, les 3 ans obligatoirement? Alors il y a du latin, mais alors je sais pas si c'est toujours pareil aujourd'hui, mais moi, il y avait du latin, pour les 2 premières années, puisqu'après la troisième année, c'est une année à l'étranger, mais faut pas que ça effraie, alors moi j'avais fait du latin au lycée, bah, j'avais jamais, travaillé plus que ça cette matière-là, mais je trouve que c'est aussi, voilà, intéressant de découvrir, une matière comme ça parce que, ça peut aider, dans les capacités, d'analyse, de texte. Je pense que c'est une matière, en soi, qui ne servira pas à grand chose, après, mais c'est une matière qui permet, je trouve, qui peut être utilisée dans de multiples cours pour faire des liens, intéressants. Qu'est-ce qu'il en est des stages et éventuellement de l'apprentissage? Alors, on avait un stage, obligatoire en deuxième année, si je me souviens bien. Un stage d'1 mois au mois de janvier. Voilà, donc chacun pouvait tirer ça à profit pour explorer un peu plus son projet professionnel ou ce qu'il avait envie de faire plus tard. En ce qui concerne, l'alternance, ou l'apprentissage, du moins, on n'avait pas. Marine, est-ce que vous voulez peut-être rebondir vous sur l'histoire des stages, la préparation aux stages et tout ça? Alors de fait, comme le disait bien Brieux, on demande aux étudiants de faire un premier stage en deuxième année de licence, donc ce stage a lieu en janvier. Un mois, l'idée c'est, d'aller un peu au-delà du stage de découverte qu'ils ont pu faire en lycée, hein, vraiment en un mois, ils sont amenés à avoir quand même une mission à faire en entreprise, hein. L'idée c'est pas, à nouveau je le redis, c'est pas que ce soit un stage où ils passent de service en service pour découvrir. Non, non, ils ont une petite mission d'un mois à chaque fois, ce qui leur permet effectivement de se rendre compte déjà de ce qu'on va leur demander, plus tard et puis de se faire, déjà une première idée sur: «Tiens, je me disais que ça pourrait me plaire et je me rends compte qu'en fait, c'est peut-être pas ça» ou alors au contraire: «J'hésitais et ce que j'ai testé, ou ce que j'ai découvert pendant un mois me plaît complètement, donc c'est vers ça que je veux m'orienter» et ensuite en troisième année de licence, il y a le stage de fin d'études. Donc je fais une petite parenthèse pour dire qu'en troisième année de licence, avant ce stage, tous les étudiants partent un semestre à l'étranger. On a des partenariats, on a pas loin de 50 universités partenaires et là, il y a des nouvelles destinations, je n'en dis pas plus, qui sont en cours de négociation, mais des choses très exotiques. Je pense que ça peut plaire. Donc voilà, il y a ce semestre à l'étranger et ensuite les étudiants reviennent, atterrissent et repartent en stage, donc de 4 à 6 mois, qui est vraiment le stage de fin d'études et là, vraiment, l'idée, c'est qu'ils mettent un pied à l'étrier de ce qui pourra leur plaire, plus tard, qu'ils aient une vraie orientation vers, en tout cas vers les masters qu'ils ont pu choisir. Quelqu'un qui aurait choisi comme Brio, par exemple, de faire des études pour du journalisme, pourra choisir un stage vraiment dans une rédaction, qu'elle soit audiovisuelle ou écrite, mais ce stage de 6 mois, du coup, permet d'avoir vraiment, comme un petit métier, quoi. C'est 6 mois, c'est un CDD, donc c'est pour ça qu'on maintient, oui, ce stage de fin d'études. Parfait. Votre licence s'appelle Humanité et sciences politiques. L'originalité de ce dispositif, c'est qu'effectivement, il y a des humanités. C'est un mot qu'on ne comprend pas forcément quand soi-même on n'a pas étudié les humanités. C'était un mot qui existait peut-être même pas à l'époque des parents en tant que tel. Est-ce que vous pourriez, ça va, nous expliquer ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on étudie quand on étudie les humanités? Oui, tout à fait. Alors les humanités, c'est ce qui concerne, l'être humain, en tant que personne, c'est-à-dire avec un esprit en particulier et sans cet esprit, bah, c'est pas un véritable humain. Donc quand on parle d'humanité, on parle de ce qui nourrit l'esprit. Donc on entend la philosophie, l'histoire, la littérature, pour faire simple. Les langues anciennes aussi et éventuellement étrangères. Pourquoi est-ce qu'on tient à garder les humanités? Parce que nous insistons sur le fait que les sciences politiques ne sont pas qu'une science et il ne s'agit pas d'acquérir des techniques ou des connaissances, mais il s'agit de se former soi-même. En fait, l'IRCOM vise à former des personnes
dans leur intégralité de personnes humaines et donc les humanités sont ce qui permet de connaître, l'être humain dans toutes ses évolutions. Donc c'est ce que permet l'histoire. Qu'est-ce que c'est qu'être humain, il y a 500 ans, il y a 600 ans? Elle permet d'explorer l'intériorité de l'être humain, ça c'est la littérature qui le permet. La littérature permet de découvrir ce qui se passe à l'intérieur de nous, pourquoi on est ému par un texte, pourquoi on n'est pas ému, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est toute une exploration, de soi à travers la littérature et la philosophie, je ne sais pas s'il faut l'expliquer, mais c'est quand même des grands questionnements, voilà, comment par le raisonnement on peut arriver à penser, l'être humain et donc toutes ces disciplines-là qui ne sont pas utiles, qui ne servent à rien, il faut le dire, il faut l'assumer. En fait, elles ont pour objet, pour raison d'être, de construire l'intériorité de la personne et de faire que, pour le dire un peu familièrement, on s'ennuie jamais dans la vie parce qu'on a toujours avec soi sa bibliothèque intérieure, on a sa vie intérieure et c'est ce qui donne de la solidité aussi à ce que l'on fait plus tard et à ce que l'on dit. Donc que ce soit en politique, dans l'international, en diplomatie, comme disait Marine tout à l'heure, ou quel que soit le métier qui est exercé par la suite, le fait d'avoir travaillé, cette humanité au sens plein, bah, donne de la solidité, une force de conviction, une présence qui sont importantes, et qui sont remarquables. Voilà pourquoi on maintient les humanités alors qu'elles ne servent à rien. C'est très clair et ça donne envie. Merci beaucoup. Marine, si notre enfant semble être intéressé par l'IRCOM, par, les sciences politiques et qu'il a un peu de bagage, un peu sous le pied et que, il va pouvoir s'engager dans ses études, comment est-ce qu'il va pouvoir candidater? Alors, tout se passe sur Parcoursup, en tout cas pour le lancement. L'IRCOM et ses 3 campus donc sont présents sur Parcoursup. Ce qu'on apprécie, hein, là pour le coup on n'est pas toujours très original, mais c'est de savoir si vous êtes venu aux portes ouvertes, si vous avez fait, une session d'immersion ou si vous avez l'intention de le faire en tout cas, puisque Bordeaux est encore trop jeune pour proposer de l'immersion, mais Angers et Lyon le font. Donc voilà, ce qui montre en fait, votre intérêt pour l'école. Dans le petit texte, d'argumentaire, hein, c'est ce qu'on va chercher à déceler. Est-ce que la personne s'est un petit peu renseignée quand même sur ce que propose l'IRCOM, sur son projet pédagogique? Ensuite, donc il y a une première phase, de sélection, on va dire, sur Parcoursup et ceux qui sont admissibles, nous les recevons en entretien à Angers ou à Lyon avec des membres de l'équipe, pédagogique et suite à cela, on effectue effectivement, bah, le classement ou en tout cas la liste, d'admission définitive. Donc c'est peut-être le moment, je ne sais pas, de redire que nous aurons des portes ouvertes pour ceux justement qui veulent, nous découvrir. Mais pas de souci. Merci pour ces explications. Je vous propose de conclure par, chacun un message que vous adressez aux parents. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller ou leur dire à propos de l'IRCOM ou sur l'IRCOM? Et je vais commencer par vous, Brieux. Alors, je dirais que, voilà, l'IRCOM, c'est suffisamment, large pour, explorer, nos envies, professionnelles et personnelles, quand on est un peu perdu à la sortie du lycée, quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire dans la vie. Je dirais aussi, bah, comme je le dis, que c'est suffisamment riche aussi pour recevoir tout ce dont on a besoin, soit en termes d'accompagnement, de bagage, académique pour, atteindre, nos objectifs, pour un master, par exemple. Et je dirais que c'est aussi un bon compromis, plutôt que d'envoyer son enfant dans une classe préparatoire qu'il aurait pas forcément envie de faire parce que c'est pas fait pour tout le monde. Ça peut même dégoûter des études. Je dirais que c'est un bon compromis. C'est une formation qui réussit à allier à la fois l'exigence et également tout, l'aspect, qui est aussi sympa dans les études, voilà, l'aspect amical, fraternel et d'avoir aussi une vie hors études, je dirais. Merci beaucoup. Servane, qu'est-ce que vous auriez à dire aux parents? Moi, je dirais que l'IRCOM, c'est un endroit où on est bien. C'est la première chose qui me vient à l'esprit et l'IRCOM réussit ce tour de force d'allier une très grande exigence avec, une incroyable sollicitude. Je dis exigence, c'est aussi bien pour le travail, parce qu'il y a beaucoup de travail, on demande un investissement personnel, on demande un engagement associatif et il y a une exigence sur la discipline aussi. Donc tout cela, cette exigence-là peut faire peur, hein et en même temps, les membres de l'équipe pédagogique sont très attentifs à chacun des étudiants. Il y a un suivi personnel, individuel, qui permet de repérer assez vite les étudiants en difficulté, des étudiants qui sont perdus soit, d'un point de vue académique, du travail, soit d'un point de vue personnel et qui sont pas très bien dans leur vie et aussi de repérer les étudiants qui sont bien, évidemment. Mais voilà, je trouve que cet équilibre-là est assez beau quoi, enfin assez fascinant dans cette école. Moi, en tant que professeur, j'ai beaucoup de plaisir à y enseigner parce que je sais que je suis toujours soutenue dans mes exigences de professeur et je sais que, voilà, j'ai du temps pour parler aux membres de l'équipe de ce que je vois des étudiants et j'ai vraiment l'impression qu'on cherche le meilleur pour eux. Merci. Marine, le mot de la fin?
Bah, écoutez, je pense que Brieux et Servan ont dit déjà, beaucoup en mot de la fin. Je rajouterais peut-être juste une petite patte pour dire que, voilà, pour maintenir justement tout ce qui leur plaît dans l'IRCOM, cet accompagnement, vraiment personnalisé, cette ambiance, eh bien, en fait, nous avons vraiment fait le choix de maintenir des petites promotions de 60 étudiants, maximum. Du coup, de ce choix découle, aujourd'hui notre essaimage, c'est-à-dire l'ouverture de nouveaux campus sur lesquels on duplique ce modèle qui plaît tant et qui fait ses preuves. Voilà. Merci beaucoup à tous les 3. Merci. Merci. Merci à vous. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.